bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les achats responsables et la RSE dans les marchés publics. Donc, nous allons traiter des obligations et des opportunités. Donc, je suis Sandrine Bailly, la secrétaire générale de l'APK, et j'ai le plaisir d'animer et de modérer ce webinaire. Donc, quelques mots sur l'APK. Si j'arrive à tourner mon slide, voilà, c'est bloqué, c'est bon. Donc, l'APK, c'est quoi? L'APK, c'est une association loi 1901 qui traite de la performance des achats publics avec 4 domaines d'expertise. Le premier sur les marchés publics. Donc là, nous sommes sur la chaîne de la dépense publique, donc de l'identification du besoin jusqu'au paiement du fournisseur, sur toutes les catégories de dépenses. Et puis, 3 domaines spécifiques d'expertise, la performance achat et la RSE, d'où l'objet du webinaire aujourd'hui. La mobilité professionnelle. Alors, dans la mobilité professionnelle, on traite le sujet du déplacement d'un collaborateur domicile-travail et également du déplacement d'un collaborateur dans le cadre de ses missions professionnelles. Et puis les moyens de paiement, donc l'ensemble des solutions de paiement qui sont mises à disposition des entités publiques et des entreprises qui acceptent ces paiements dans le cadre de dépenses, donc les moyens de paiement par catégorie de dépenses. Donc pour traiter tous ces sujets, l'APK a réuni un réseau d'experts, donc les membres de l'APK, et puis nous avons différents travaux, donc nous avons des groupes de travail sur chaque domaine d'expertise, dans lequel nous nous réunissons, nous publions des ouvrages, des guides, des fiches techniques. Nous échangeons et partageons notre expertise et puis nos retours d'expérience. On publie aussi régulièrement des vidéos informatives et puis des interviews qui sont disponibles donc, sur notre chaîne radio. Et puis les vidéos informatives, elles sont plutôt là pour vous donner des sujets d'actualité ou des sujets de transformation sur ces différentes thématiques. Et nous avons évidemment un programme d'accompagnement et de formation donc sur ces différentes domaines, sur ces 4 différents domaines d'expertise. Et toute une série de webinaires. Donc là, le premier aujourd'hui est celui sur l'achat et la RSE, qui va se dérouler, puisque la performance, l'achat et la RSE, c'est un sujet qu'on traite tout au long de l'année. Donc il y aura toute une série de webinaires à venir régulièrement. Sur ce webinaire en particulier, il va se dérouler autour de 3 séquences. Donc la première va être traitée par Isabelle Plamins de la région Île-de-France, qui va nous expliquer effectivement comment la RSE est devenue un élément incontournable des marchés publics. La deuxième partie sera traitée par Xavier Lallemand de la société Elix, qui va lui plutôt traiter le sujet de l'élaboration et le pilotage de sa politique achat en prenant en compte et en mettant en œuvre la composante RSE. Et puis 2 témoignages de 2 entreprises qui répondent à des marchés publics, avec Eric Duverger de chez Manutan et Vincent Carlier de Fiducial Office Solutions, qui vont, eux, témoigner sur les stratégies et les actions que ces entreprises ont mis en œuvre pour valoriser et répondre aux attentes des donneurs d'ordre public sur la partie RSE. Alors, techniquement, dans ce webinaire qui va durer 1 heure, vous avez un onglet questions-réponses. Donc, je vous engage tout au long des interventions à poser vos questions en séance. Moi, en tant que modérateur, j'en prendrai connaissance et j'interpellerai au fur et à mesure les différents intervenants en fonction des questions que vous posez. Si jamais nous n'avions pas le temps de traiter l'ensemble de vos questions, sachez que nous y répondrons ultérieurement par l'envoi d'un email à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites et qui ont assisté à ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Isabelle pour la première séquence sur la partie RSE, éléments incontournables des marchés publics. Merci Sandrine, bonjour à tous. Je dirais oui, en fait, c'est un élément incontournable. C'est devenu un élément incontournable. Pourquoi c'est devenu un élément incontournable? D'abord, quelques chiffres pour la slide de... Pardon. Excusez-moi. Quelques chiffres pour expliquer tout ça. C'est qui se débloque, c'est bon. Quelques chiffres pour...
Voilà, c'est parfait, nous y sommes. Voilà. Alors, quelques chiffres pour expliquer tout ça. D'abord, quelques chiffres parce que, en fait, maintenant, et depuis quelques temps déjà, puisque c'est le plan national d'action pour les achats publics, qu'on appelle aussi le PNADD, a posé des objectifs. Ça veut dire que quelque part, si on place un objectif sur une cible, c'est qu'il y a cible et qu'il y a donc résultat. Et c'est aussi pour ça que, eh bien, on voit que ces objectifs ont fait l'objet de mesures par l'Observatoire économique de la commande publique, qui depuis de nombreuses années maintenant relève, montre et met en avant l'ensemble de ces éléments. Mais le PNABD, DD n'a pas donné que des objectifs. Il a aussi donné des pistes pour atteindre ces objectifs. Et de ce fait, les pratiques des acheteurs ont évolué. Ont évolué parce que s'il y a objectif, il y a exemplarité. Comment on peut aller atteindre cet objectif? Comment sensibiliser, soutenir, développer tout ça pour toujours atteindre ces objectifs? C'est favoriser les échanges et donner du sens au métier d'achat. Donner du sens au métier d'achat, il y en a toujours eu et ça continuera. Et donner de la visibilité aux entreprises. D'où le fait que maintenant, on s'intéresse de plus en plus à la catégorie d'entreprises qui va répondre à nos marchés publics, qui vont répondre marchés publics. Après, c'est quelques chiffres. Quels sont les leviers, quelles sont les forces sur lesquelles les acheteurs dans les marchés publics peuvent s'appuyer? Eh bien, ces forces, elles sont connues, on les a déjà toutes recensées et il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif. Il y a de la définition du besoin à l'écoute de la voix des fournisseurs, à l'écoute des clients, à l'attractivité, à cette réglementation. Il y a de nombreuses forces. La première, qui pour moi est importante en tant qu'acheteur, serait de dire qu'il faut mobiliser les décideurs. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître ses clients et il faut bien connaître ses fournisseurs. Tout ça, ça s'intéresse à une écoute de l'écosystème de notre organisation au niveau de nos clients, mais aussi à un écosystème économique qui de plus en plus cherche à se différencier, à s'identifier. On va devoir le qualifier, on va devoir le valoriser. Apporter du soin à ces écoutes, c'est avoir des résultats forts, des résultats probants, des résultats qui vont nous aider à accompagner et à maîtriser nos risques dans la définition du besoin, mais aussi dans les autres points qui vont derrière, que sont la réglementation et l'attractivité. Accompagner les acheteurs et maîtriser ces risques, c'est aller sur les politiques publiques. C'est d'avoir cette politique publique qui se décline en politique d'achat, qui se décline en stratégie et en tactique. C'est-à-dire qu'on va repenser notre acte d'achat, on va plus se dire comment on achète, on va dire pourquoi on achète et qu'est-ce qu'on veut acheter. Qu'est-ce qu'on veut acheter? Ça va nous permettre donc effectivement de repenser l'acte d'achat, de flécher nos achats, mais de s'interroger sur nos processus, sur le temps et sur les actions. Parce que écouter ses fournisseurs et écouter ses clients, c'est se donner du temps. C'est se donner du temps à la réflexion. C'est aussi avoir une envie d'aller plus loin que ce que l'on sait faire, plus loin de ce que l'on a déjà fait. C'est donc une réinterrogation continue sur ces points-là. Alors, bien évidemment, tout ça, ça ne s'affranchira jamais de la réglementation, même si la réglementation va de plus en plus dans ce sens. Et de plus en plus, une force pour nous, est un levier. D'abord parce qu'on favorise l'allotissement. On s'affranchit maintenant on doit ou on ne doit pas faire du sourcing. On doit faire du sourcing, on peut le faire. La dématérialisation nous aide dans ces actions-là. Elle nous aide aussi à mieux catégoriser nos entreprises, à mieux les aider à venir répondre à nos appels d'offres. Pourquoi? Parce que, eh bien, comme on les a écoutés, comme on en a échangé avec eux, ils ont compris que la formalisation de nos dossiers de consultation était un peu lourd pour eux. Et
elle est d'autant plus lourde que plus l'entreprise sera petite, moins elle aura du temps. Donc, c'est ça que l'on va travailler avec eux. C'est ça que notre action de réflexion, de repenser cet acte d'achat va nous permettre de se faire. Et donc, une meilleure formalisation de nos besoins. Alors, tout ça, ça ne va que dans un sens. Ça va dans le sens de comment être attractif en tant que commande publique, comment être attractif en tant qu'acheteur, comment être attractif dans toute notre chaîne, dans notre cycle d'achat, pardon. Attractif parce qu'on veut des nouveaux produits, attractif parce qu'on a besoin de nouveaux services, parce qu'on veut travailler une relation partenariale différente, différenciée d'un fournisseur à l'autre, parce qu'on ne s'adresse pas à une TPE-PME comme on peut s'adresser à un grand groupe. C'est aussi tout ça que l'acheteur, avec l'ensemble de ses forces, va pouvoir faire converger et aller sur ses objectifs. À la région Île-de-France, c'est un peu, c'est pas que c'est un peu, mais c'est tout ça que les acheteurs font. Alors, très, très largement, hein, pour donner une peinture des achats de la région Île-de-France, donc c'est à peu près 950 millions d'euros de dépenses par an en fourniture, en travaux, en services. C'est 2400 fournisseurs actifs, donc la base est assez large. C'est 74% de TPE-PME et c'est un vivier fournisseur à 70% sur la région Île-de-France, très largement étendu. Mais pas que, parce que nous aussi, on a les objectifs du PNABD, pardon. Pour les clauses sociales, nous, c'est 17% dans nos marchés publics. Donc, 17% de nos marchés publics ont une clause sociale. Actuellement, dans notre base fournisseur active, on a 212 marchés avec une clause sociale, 212 marchés en cours d'exécution. On a aussi 20% de nos marchés publiés avec un critère environnemental. Tout ça, ça converge à dire que la région Île-de-France, elle aussi s'inscrit dans cette démarche. Elle s'inscrit dans cette démarche parce que elle a un schéma de promotion des achats responsables. Chez nous, ça s'appelle le Sherpa. Il existe depuis 2015. Vous voyez que 2015, c'était la création du PNADD. C'est aussi l'arrivée de notre premier Sherpa. Il a été toiletté en 2018. On avait 93 actions, on l'a réduit à une vingtaine d'actions. Pourquoi? Parce qu'on se centralise, on se recentre, on se concentre de plus en plus sur ce qui pour nous est important. Et ce qui est important pour nos fournisseurs, important pour nos clients, important pour bien avoir une définition du besoin qui derrière aura des réponses fournisseurs. Il n'y a pas que le Sherpa chez nous, il y a aussi un Small Business Act qui a été signé en 2018, mais pas que. Hein. On a été, dans les quelques mois qui ont suivi, on a eu la signature de la charte relations fournisseurs et achats responsables. Pourquoi? Parce que on souhaite présenter aussi un dossier à la commission de labellisation dans les mois ou années à venir. Voilà, c'est toutes ces forces que beaucoup mettent en œuvre et c'est toutes ces forces qui permettent, je pense, à mon humble avis, de dire que oui, la RSE est un élément incontournable dans les marchés publics. On ne peut pas ne pas s'y intéresser parce que tout acheteur, c'est quelqu'un de curieux et il aime bien dépasser et repousser les limites. C'est pour ça que dans ce grand cercle de nos forces, eh bien, toutes ces forces convergentes, c'est du progrès, plus de transparence, une meilleure évaluation, tout ça qui donne à nos achats une envie aux entreprises de répondre. Je vous remercie. Merci Isabelle. Martha. Alors, j'ai deux questions. Donc, une première que je vais grouper de la part de Fabrice Caquino, qui demande la première chose, est-ce que la région Île-de-France est la première région en France? Je pense que c'est en termes de volume d'achat.
Et puis, comment est fixé l'objectif du pourcentage des marchés publics avec la partie RSE. Et puis, j'ai une question aussi, une autre question. En fait, les réglementations favorisent effectivement l'introduction de clauses de critères environnementaux et sociaux dans la commande publique. Par contre, effectivement, quand on voit les statistiques, finalement, comment on peut expliquer que peu de marchés en comportent? Peu de marchés? En comportent. D'accord. Quand on Alors, reprend, je pense que ça fait référence au slide précédent sur les statistiques que Isabelle nous a présentées tout à l'heure. La région Île-de-France, première région, oui, si on en croit notre volume d'achat, si on en croit effectivement notre maillage territorial, on pourrait dire que oui. Après, je dirais que toutes les régions ont leur qualité et donc il n'y a pas de primauté à la région Île-de-France. Même si effectivement en territoire et en volume d'achat, on est une des premières régions. Après, comment sont fixés nos objectifs en matière de développement durable ou de critères sociaux? Ils sont très simplement fixés. Ils sont fixés par ce plan national d'action pour les achats publics. Alors, si sur le plan environnemental, c'est fixé à 30%, alors que nous sommes à 20%, il nous manque 10%. Voilà. Donc, on travaille tous les jours. Et pour accompagner ça, sur chacun des domaines, que ce soit en clause sociale ou en critères environnementaux, nous avons une personne qui est dédiée, dont c'est la mission d'accompagner les acheteurs, la commande publique, vers l'atteinte de ces objectifs. Donc, voilà, c'est aussi ce que je disais dans l'écosystème de l'organisation, une interrogation qui est forte parce que plus on souhaite atteindre des objectifs, plus il faut se donner les moyens de le faire. Et pour se donner les moyens de le faire, il y a effectivement les outils, il y a la mesure, il y a tout ça, mais on sera toujours obligé d'avoir des hommes derrière tout ça. Et ça, c'est important. Et la qualité des travaux effectués par ces personnes motive l'ensemble des équipes à venir et à faire appel à eux. Derrière, il me manque la dernière question, si je la résume, c'est pourquoi il n'y a pas toutes ces réponses? Finalement, c'était au regard des statistiques. Effectivement, par rapport à l'introduction sur l'obligation de critères et l'incontournable, la question était, les réglementations n'ont eu de cesse de favoriser l'introduction de clauses et de critères environnementaux et sociaux. Finalement, quand on regarde les statistiques, comment on peut expliquer qu'il y en ait si peu dans les marchés actuellement? Alors, je suis un petit peu, enfin, je ne voudrais pas répondre à la place de l'OECP qui fournit ces résultats. Je sais que pour eux, c'est des enquêtes de longue haleine, de très longue haleine. D'ailleurs, parce que on voit que de 2015 et même, je crois, 2014, la première enquête, par le recensement économique qu'ils font, ils appellent les collectivités, l'État, les hôpitaux à leur transmettre leurs chiffres. Donc, cette enquête, elle n'est pas sous la contrainte, même si elle est réglementée, et qu'elle est obligatoire et de plus en plus obligatoire. On appelle quand même à ce que les entreprises, à ce que la fonction publique large réponde et transmettent les chiffres. Donc, je pense que les chiffres ne sont certainement pas exhaustifs et au fur et à mesure que la fonction publique répond, on voit que les chiffres grandissent et le nombre de répondants aussi. Il y a un très beau document là-dessus rédigé par le ECP suite au dernier recensement de 2018 qui explique le nombre de répondants. Voilà. Ça, je vous invite à le lire. Il donnera Alors, encore plus merci de réponses. Isabelle. Je pense qu'on va continuer. J'ai de nombreuses questions, hein, donc on ne pourra pas forcément toutes les traiter en séance, mais ne vous inquiétez pas, nous vous apporterons les réponses ultérieurement.
Ce qui est bien, hein, c'est que le sujet passionne. Là, je vais laisser la parole donc, à Xavier Lallemand donc, de la société Elix, finalement, qui va faire le lien et qui va nous présenter en fait la partie élaboration et pilotage de sa stratégie achat. La parole est à Xavier. Merci Sandrine, bonjour à tous. Donc, Xavier Lallemand, je suis fondateur de la société Elix. Effectivement, j'accompagne les entreprises et les entités publiques sur tout ce qui tourne autour de la performance achat et l'achat responsable, l'achat durable est au cœur du sujet de la performance. Et donc, je travaille beaucoup sur ce sujet. Je suis également au conseil d'administration de l'APK et l'APK se mobilise. Je pense que la période qu'on traverse actuellement est vraiment un accélérateur et doit être un accélérateur de la mise en place de politiques achat responsables. Parce que, bien évidemment, le sujet de l'achat responsable, c'est savoir ce qu'on achète et surtout réfléchir à comment mon achat impacte l'économie, comment mon achat impacte la société. Et quand on va commencer à parler de plan de relance, de la nécessité d'affronter cette crise, il y aura nécessité de réfléchir dans chaque entité, et particulièrement chez les grands donneurs d'ordre publics, sur comment je vais gérer mes achats, mes budgets, comment je vais les gérer, les difficultés et les problèmes de coûts que ça a engendré, comment on va les intégrer. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité et on va pouvoir passer à ce qu'est l'achat responsable. Et je vais peut-être commencer par rebondir sur la réponse qu'a donnée Isabelle tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre les objectifs et la réussite? Moi, mon analyse, c'est que c'est pas facile et que c'est compliqué. Et qu'à partir du moment où il faut trouver des équilibres entre achat, entre, on va dire, économie, rentabilité, impact environnemental, impact social, la manière dont aussi on peut concevoir une politique RSE et on peut l'intégrer dans un appel d'offres public, avec quand même des principes dans la commande publique qui imposent un lien entre le critère prix et le marché sur lequel on est. Peut-être aussi des sociétés ou des entreprises qui n'ont pas encore trouvé les moyens de proposer aux acheteurs des choses objectives et des critères objectifs sur lesquels travailler. C'est un sujet complexe. Et je leur aborderai. Il y a des sujets, notamment qui sont inscrits dans les ambitions. Travailler sur le cycle de vie, il y a eu des volontés de faire de l'affichage environnemental, même peut-être de l'affichage social sur les produits. En fait, on se heurte toujours à la difficulté qui est que c'est complexe, les chaînes d'approvisionnement sont complexes, et donc ça prend beaucoup de temps, mais moi je suis convaincu que ça va s'accélérer. Alors là, j'ai juste voulu introduire et rebondir sur ces objectifs du plan national d'action. Tout ça, c'est public, c'est la volonté des pouvoirs publics, et c'est donc, puisque c'est public, c'est diffusé. On peut télécharger le plan national d'achat durable sur le site du ministère de la Transition écologique. On peut trouver ce qu'il y a au sein du label Relations fournisseurs et achats responsables, qui est quand même un label porté par le gouvernement. Ça marque une vraie volonté. Et je pense que c'est en allant effectivement et en s'inscrivant dans ces objectifs, ces critères, ce qu'on en attend, que petit à petit les choses vont s'améliorer. Alors un point, c'est on parle d'achat responsable. Dans les milieux publics, on parle souvent d'achat durable, mais globalement c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier que derrière les critères écologiques et sociaux, il y a aussi l'économie. C'est un point important. Et d'ailleurs, dans le label Relations fournisseurs et achats responsables, on intègre bien un point sur l'équité de la relation et les intérêts du fournisseur et des prestataires qui sont un point mentionné. Donc voilà. Donc, tout ce qui tourne autour de ces problématiques sont des sujets tellement vastes qu'il faut effectivement à un moment avoir des politiques et des stratégies parce qu'il faut les choisir. Alors, j'ai une question que j'aime bien poser, puis comme c'est moi qui réponds, c'est pratique. Donc, la question est, est-ce que les achats qui ne sont pas des achats responsables sont des achats irresponsables? Et ça, c'est une question de fond, parce que dès lors qu'on commence à dire je veux mettre de la responsabilité dans mes achats, ça pourrait sous-entendre que finalement, quand on ne le fait pas, il y a un problème. Et là, il y a une stratégie toujours à avoir et des choix. L'achat responsable, ça commence par la base, c'est-à-dire le respect de la réglementation.
et le respect d'une réglementation nationale, le respect de réglementations internationales si on s'approvisionne ou quand on achète quelque chose qui, à un moment ou à un autre, que ce soit une matière première ou un produit semi-fini ou un produit fini a été acheté à l'étranger, c'est est-ce qu'on sait ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'assure que c'est bien conforme à nos obligations? Est-ce que le minimum attendu par la société civile est respecté? Et donc, être irresponsable, c'est ne pas se poser les questions. Et donc, si effectivement on achète sans se poser de questions, moi, ma réponse est qu'on est irresponsable. Par contre, on peut aussi faire de l'achat responsable en ayant déjà un premier pas qui est s'assurer qu'on respecte sa réglementation, que ses propres fournisseurs respectent la réglementation, donc eux-mêmes font de l'achat responsable. Et donc, à un moment, dans cette relation sur l'ensemble des acteurs d'une chaîne, il faut effectivement se poser ces questions-là et aller sur finalement la responsabilité du donneur d'ordre vis-à-vis de celui à qui achète, etc., etc. Et donc, les politiques achats responsables des uns et des autres vont se faire ensemble. Après, le deuxième niveau, c'est on fait ce que tout le monde fait. C'est pas encore obligatoire, mais enfin, comme tout le monde fait, ne pas le faire, c'est embêtant. Donc, on va effectivement aller un peu plus loin. C'est pas encore obligatoire, mais ça va le devenir. Et puis, la troisième, si je veux me placer en tant que on va dire, acteur du développement, acteur du progrès, et je veux aller plus loin. Donc, je vais aller chercher à progresser. Effectivement, un objectif, c'est mettre une clause sociale. Bon, je mets une clause sociale. Et quand ma clause sociale, c'est tourne autour de l'intégration des personnes éloignées de l'emploi dans les marchés publics, et je vais faire une chose. Ça peut s'appliquer à mon marché ou ça peut pas. Mais je vais faire une action. Mesurer l'ensemble d'une action, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment une stratégie de se donner cette ambition. Et quelle est l'ambition que je mène, soit en tant que donneur d'ordre public, soit en tant que fournisseur? Et quand j'ai défini mon ambition, à ce moment-là, je vais me positionner sur ces trois sujets. Et donc, c'est l'ensemble de ma politique achat qui est une politique responsable. Donc, il n'y a pas une politique achat lambda et une politique achat responsable. Donc, finalement, il y a quand même, après, on va aborder les grands principes quand même de l'achat responsable au sens de la RSE, hein, donc avec les 7 principes de la RSE, que, bon, j'imagine la plupart connaissent. Je vais quand même les reciter. Donc, qui sont, alors, excusez-moi, parce qu'en même temps, je parle, voilà, qui sont tout ce qui va tourner autour des droits de l'homme, des conditions de travail, de l'environnement, de la loyauté des pratiques à l'achat. Enfin, voilà, donc des sujets, effectivement, qui sont directement au cœur des activités. Et puis, il y a 2 points que je veux mettre en avant dans les principes de la RSE, qui sont la gouvernance, donc qui est un point à part entière de ce qu'on considère comme la RSE, donc comment je gouverne et je m'assure de ce que je fais. Et puis, l'impact sur les communautés de développement local, hein, qui est aussi ancré dans les pratiques RSE. Et donc, quand on va parler social, on parle aussi de mon acte d'achat et ma communauté. Mais néanmoins, on est dans le cadre quand même souvent de marché public. Dans le cadre d'un marché public, il y a quand même des règles. J'en ai cité quelques-unes, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais enfin, le premier, c'est qu'il doit y avoir un lien entre un critère qu'on mettrait comme un critère d'attribution et l'objet du marché. Donc, effectivement, c'est très bien je sais pas moi, financer une école je ne sais où, mais si ça n'a rien à voir avec son activité directe, ça compte pas. Mais je dirais que ces principes, hein, l'égalité, la transparence et faire en sorte que tous les fournisseurs aient la même chance sur un appel d'offres, la nécessité de clarifier son besoin. C'est vrai que dans les marchés publics, c'est des éléments qui sont extrêmement réglementés et surveillés, mais enfin, on va dire que c'est assez ça arrive même dans une relation privée, c'est quand même assez logique. Une stratégie RSE d'une entreprise privée, elle a un lien avec son activité. C'est l'impact de mon activité sur ce que je fais. Donc, c'est finalement des principes qu'on peut s'appliquer à tous. Et puis, bien évidemment, dans les grands principes quand même, c'est qu'à la fin, quand on achète, le bénéfice d'usage est quand même le cœur du sujet. La qualité de service doit être au rendez-vous. Et puis, je dois avoir quand même une compétitivité prix. Donc, c'est bien la valorisation de l'ensemble des éléments que je prends en compte qui est important. Donc, si on passe maintenant à la stratégie achat, effectivement, Isabelle l'a dit tout à l'heure. Quand on est d'abord une stratégie achat, il faut définir comment on va aborder cette stratégie et notamment, Isabelle le dit, on peut maintenant, dans les entités publiques, faire du sourcing. Dans les sociétés privées, on a toujours
ce sujet du sourcing qui est très important. Le sourcing, ça veut dire aller chercher autre chose. Ça veut dire bouleverser ses habitudes. Et je peux vous assurer que même dans les sociétés privées, pousser au sourcing, c'est pas simple. Donc, il faut avoir une stratégie de sourcing. Il ne suffit pas de dire aux acheteurs, mais non, mais vous pouvez faire du sourcing, allez-y. Vous pouvez aller voir vos pairs ou vos concurrents, c'est pas toujours évident, mais on est plus dans des domaines privés, mais enfin, vous pouvez aller voir d'autres et faire du benchmark. Mais comment j'organise dans mon organisation, comment je pousse mes acheteurs à aller vers ce sourcing, à prendre le temps, donc effectivement, comment dans mes plannings je l'intègre, comment à un moment, bah oui, je me déplace, donc est-ce que je définis bien des moments de déplacement pour aller voir, ou est-ce que je reçois les gens chez eux. Tout ça, c'est effectivement à inscrire dans la stratégie achat parce que ça ne va pas se faire tout seul. Et donc, il faut qu'on définisse ce qu'on va faire. Bien évidemment, il y a tout ce qu'on peut intégrer dans son appel d'offres ou dans sa stratégie achat, c'est comment on intègre des spécifications techniques. Spécifiquement RSE, je veux acheter des produits bio dans les cantines. Et si j'achète des produits bio dans les cantines, c'est une spécification qui manifeste un besoin. Après, on peut agir sur le plan du produit, il y a des labels produits, il y a plein de choses qu'on peut définir, mais il faut préciser quelle part j'en veux. Est-ce que je veux 100% de produits bio dans mes cantines ou est-ce que voilà, je vais faire le vendredi ou le lundi, peu importe. Voilà, donc il faut le définir et ensuite les acheteurs vont pouvoir aller chercher ce qui peut répondre aux besoins. Les conditions d'exécution des marchés, eux, vont venir justement, au-delà de s'intéresser à l'impact direct, comment l'entreprise honore ses marchés et finalement certains aspects environnementaux, sociaux. Est-ce que je suis mieux disant, est-ce que je peux montrer que je suis mieux disant en matière de consommation d'énergie? Et donc finalement, je produis comme les autres, j'ai le même produit, mais je consomme moins d'énergie. Comment je le démontre et comment j'en fais un critère objectif? Et donc derrière, les critères d'attribution des marchés sont extrêmement intéressants parce que ça oblige à dire, mais c'est quoi l'important entre la part de mon prix, entre la part que je mets sur mes critères sociaux, la part de mes critères techniques, ce que tout acheteur doit faire. Mais on va dire que dans des cadres un peu moins figés, on le fait, l'acheteur, il fait la part entre, voilà, j'ai un prix, j'ai des concurrents, et puis, tiens, je veux tel ou tel critère. Donc ça, c'est effectivement des démarches achats classiques, mais qui doivent être intégrées dans des stratégies pour aller chercher les différents sujets. Alors, je vais passer vite parce que les sujets majeurs, ils sont multiples. J'aime bien aussi cette image. Moi, quand je suis devant tous ces sujets, je suis un peu comme dans une pâtisserie. Voilà, il y a plein de gâteaux, il y a plein de petits gâteaux. Et alors, soit on veut tout manger et on finit avec une indigestion, soit on en choisit un ou deux et puis on verra plus tard. Soit on achète un gros truc, mais un seul, que des gâteaux au chocolat. Voilà. Donc en fait, il faut effectivement se dire qu'il y a beaucoup de sujets, qu'il y a des sujets faciles, sans vouloir faire de hiérarchie dans l'importance. Je parle en matière de mise en œuvre. Il y a des sujets, c'est plus facile. C'est cadré, c'est clairement explicité, et donc on va le faire. Parce que voilà, acheter des produits bio, je reprends ces produits-là où voilà, j'achète du mobilier et je veux du bois FSC. Voilà, c'est facile, c'est un critère. À faire, c'est pas évident, il faut encore être sûr qu'il est ressources. Mais il y a des sujets qui vont être beaucoup plus compliqués en matière de comment effectivement je vais travailler sur la répartition des valeurs dans les communautés ou dans ma région. Comment je vais intégrer le transport ou la problématique de transport, comment je réfléchis à l'analyse du cycle de vie d'un produit, le bilan carbone. C'est des sujets extrêmement compliqués et pour autant, ils sont extrêmement importants. Donc, il faut effectivement choisir ces sujets, pas vouloir tout faire, il faut être aussi patient, avancer avec le temps. Et puis, il y a des moments d'accélération et c'est pour ça que je réinsiste là-dessus. Une fois qu'on a effectivement défini tout ça, il y a quand même le point suivant, qui est la logique de l'appel d'offres. Et la problématique d'un appel d'offres, c'est que quand on lance un appel d'offres, c'est qu'on a besoin de quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, au moment où on lance l'appel d'offres, c'est qu'on en avait besoin pour hier. J'exagère parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais le départ d'un appel d'offres, c'est dans un planning où normalement, il y a une date de besoin. Donc, de toute façon, on est coincé. Enfin, on est entre deux timings. Donc, avant l'appel d'offres, c'est là qu'il faut anticiper. C'est là qu'il faut faire ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le sourcing et le benchmark, pour construire l'appel d'offres, mais pour aussi avoir cette vision de, OK, pour cet appel d'offres, je peux peut-être faire ça, mais peut-être que dans 2, 3, 4 appels d'offres, je pourrais faire autre chose.
Ça veut dire que les acheteurs ou les donneurs d'ordre et les fournisseurs, ils travaillent sur ce sujet et ils ont des choses à se dire. Donc, ça veut dire que l'acheteur, il doit avoir envie de savoir. Alors oui, Isabelle le dit, les acheteurs sont par nature des gens curieux. Et c'est le grand intérêt du métier d'acheteur, c'est qu'on voit plein de trucs, des fournisseurs différents, des produits différents. Donc, il y a une curiosité naturelle chez l'acheteur, mais encore faut-il prendre le temps et de creuser certains sujets et d'envie de savoir. Envie de savoir, mais et le fait de montrer qu'on a envie de savoir, de toute façon, ça fait que le fournisseur réagit. Rien que le fait de poser la question, vous arrivez, vous discutez avec un fournisseur sur est-ce que vous pouvez m'expliquer votre politique en matière de développement durable? Ça m'intéresse. De toute façon, même si la personne n'a pas préparé, quand elle rentrera, elle se dira, bah ouais, peut-être qu'il y a des choses à faire et des choses à dire. Donc, en soi, c'est déjà un acte responsable que de s'y intéresser. Et puis, à l'inverse, les fournisseurs font plein de trucs. Et donc, il faut aussi qu'ils donnent envie de montrer, enfin, qu'ils aient envie de montrer, qu'ils aient envie d'aller aussi expliquer ce qu'ils font et aider finalement l'acheteur en disant, bah voilà, comment est-ce que dans votre prise en compte de l'achat, moi, en tant que fournisseur, je peux vous dire qu'il y a tel et tel point qui sont des critères objectifs qui me positionnent vis-à-vis de l'offre que vous avez comme étant mieux disante ou en tout cas d'un bon niveau dans une logique RSE. Donc, l'appel d'offres, il se prépare dans cet objectif. Et après, effectivement, la complexité, et les chiffres de tout à l'heure le montrent, c'est que il faut effectivement réfléchir. Et c'est pour ça que c'est, je pense aussi, c'est aussi une de nos orientations au sein de l'APK, c'est de se dire, on veut travailler et nous ferons d'autres webinaires, nous publierons des choses maintenant, sur tous les critères ou toutes les pâtisseries que j'ai vues tout à l'heure, voilà, comment intégrer tel et tel sujet de manière à ce que ce soit beaucoup plus large et qu'on ne soit pas toujours sur les mêmes sujets qu'on retrouve régulièrement dans les appels. Puis pour terminer, les éléments clés, ils sont assez classiques hein, quand on veut mettre en place une stratégie d'achat ou autre chose, ou une autre stratégie. Mais enfin, le premier, on l'a bien dit tout à l'heure, hein, c'est le management. C'est pas juste avoir de l'ambition, c'est avoir une organisation pour. Ça ne veut pas dire avoir des directions achats énormes. Ça veut dire simplement s'intéresser au sujet, échanger, le mettre dans les objectifs des acheteurs. Hein. Si l'acheteur n'est objectivé que sur son respect du budget, même s'il a un objectif RSE, il aura très vite compris ce sur quoi on va vraiment travailler. Un point qui me semble important aussi, c'est de parler de valeur. Alors, le mot valeur, il est intéressant parce qu'en français, il peut avoir deux significations. On peut parler des valeurs humaines, de la responsabilité sociétale, mais on peut parler aussi de combien ça coûte tout ça et comment j'intègre cette valeur. L'ambition du coût du cycle de vie qui est mentionné dans les principes de la commande publique, hein, qui est de dire je veux chiffrer et donner de la valeur à tout ce qui tourne autour de ces notions-là. Elle est très compliquée. Donc, mais il faut en parler. Enfin, les valeurs, mais à condition que ce soit vraiment des valeurs liées à une valeur ajoutée, des coûts réels, mais qui ont un apport. Hein. L'innovation, ça coûte, et quand un marché n'est pas mûr, au début, c'est un peu plus cher. Mais on a un objectif. Donc, il faut parler de valeur. Point important, c'est le système d'information. Si on ne sait pas, sait pas identifier ses fournisseurs, si on ne sait pas faire des catégories, si on ne sait pas dire quels sont les produits qui sont plus responsables, si on ne sait pas identifier et classifier, un petit côté notation, hein, enfin on est dans l'ère de la notation, hein, sur Internet, tout le monde est noté maintenant, donc on est très habitué à ça, mais en tout cas, avoir un système d'information qui permet de savoir où on en est, de pointer, de regarder et de valoriser, c'est quand même important. Enfin, c'est même plus qu'important, c'est vital. Mettre en place une stratégie RSE sans système d'information qui permette, c'est pas compliqué, hein, c'est pas forcément dans les logiciels qu'il faut tout modifier, c'est simplement avoir de temps en temps une manière d'ordonner et de repérer les produits, les services, les fournisseurs, les prestataires, etc. Il y a des outils, hein, on l'a dit tout à l'heure, il y a des normes, il y a des référentiels, il y a des labels, il y a plein d'outils qui existent et qui peuvent pousser à aller dans le bon sens. Et puis, il faut mesurer, il faut contrôler. Et donc, quand on est acheteur et qu'on nous dit, ah bah oui, nous on fait ça, généralement, enfin, un des mots préférés de l'acheteur, c'est combien. Hein. Et donc, dans le combien, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça vaut. Et finalement, il faut aussi mesurer de ce qui est réellement fait. Parce qu'on peut, il y a eu des jurisprudences sur le fait de ne pas prendre une politique RSE en tant que telle comme un critère. Parce que avoir une politique RSE, c'est super, c'est bien, il faut y aller. Mais enfin, ça ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut derrière des résultats. Et il faut pouvoir les valoriser et les quantifier. Donc ça se mesure, ça se contrôle, mais à condition de le gérer, de l'animer dans son entreprise.
Et puis les deux derniers points que je voulais juste mettre en avant, c'est cette relation fournisseur, hein, qui est ouverte parce que on a toujours envie de dire ce qu'on fait et quand on a envie de parler d'un sujet et la responsabilité, il y a des sujets qui fâchent un peu ou qui sont plus compliqués, hein, quand on parle rentabilité, quand on parle bon, ok, mais ça me coûte, donc je fais ça. Il y aura de grandes discussions, et il y a aujourd'hui de grandes discussions sur le coût de la crise du Covid sur les entreprises et comment ces coûts sont intégrés ou pas. Voilà. Mais il faut en parler, à minima avoir cette capacité à échanger sur ces sujets et les regarder ensemble, et pas se saucissonner. Et puis je crois que le dernier point qui me semble important, c'est qu'il faut avoir de la confiance dans le fait que on va y arriver, qu'on va mettre en place des choses, que ça prend du temps, confiance en ses acheteurs qui font le mieux possible, confiance en ses fournisseurs qui ont la capacité à trouver des ressorts, même s'il y aura des périodes un peu plus compliquées prochainement, mais il faudra passer outre. Et donc quand on met en place une stratégie achat, effectivement, il faut cette belle confiance. Voilà, j'ai parlé peut-être un peu vite, on me le dit souvent, mais le sujet est tellement vaste et tellement passionnant que j'ai fait ce que j'ai pu dans le temps qui m'était imparti. Alors, juste une question, parce qu'on ne pourra pas traiter toutes les questions, mais du coup, là, Xavier, alors une réponse rapide, même si finalement la question nécessiterait, je pense, un grand développement. Donc, une question de Xavier Denacieux. Dans le contexte actuel et donc dans un souci d'économie, est-ce que finalement acheter RSE, c'est bien acheter? Alors, la réponse, elle est ne pas acheter RSE, c'est pas bien acheter. Mais bien acheter, ça va au-delà de mettre en place une politique RSE. Mais bien sûr, à partir du moment où on s'engage dans la RSE, de toute façon, on cherche à bien acheter et bien acheter en prenant toutes les composantes de l'achat. Donc oui, et entamer ce dialogue, hein, en ce moment, ça va être important. J'ai échangé avec une personne, ou non, j'ai participé à un webinaire sur l'hôtellerie et il y avait une question justement sur est-ce que finalement avec la demande qui baisse, est-ce qu'on va pouvoir négocier et revoir les prix à la baisse? Parce qu'il y a ceux qui veulent maintenir le prix, il y a ceux qui veulent les augmenter, puis ceux qui veulent se dire, bah, après tout, quand les marchés baissent, c'est peut-être le moment de baisser les prix. Bah, être responsable, c'est discuter de ces sujets, c'est aller au bout des choses et pas être dans l'opportunisme du moment. Hein, et donc la nécessité d'avoir une vraie stratégie. Et donc oui, acheter RSE, c'est quand même, enfin, ne pas acheter RSE, c'est pas bien. Et quand on achète RSE, forcément, à un moment ou à un autre, on achète bien. Alors, une dernière question et après je passe la parole à nos entreprises. Assez rapidement, donc une question de Vanessa Duquesnoy. Est-ce qu'il existe une recommandation, notamment une liste de critères RSE de base par typologie de marché? Alors, il y a des choses qui ont été publiées sur le ministère. Enfin, je fais beaucoup référence parce que forcément, dans les marchés publics, il faut aller quand même à la source. Hein, donc, il y a des groupes d'études de marché qui ont réfléchi sur les sujets. Mais on voit que tous les référentiels, tous les guides, ils restent toujours à un moment, parce que chaque entreprise est différente, parce que chaque contexte est différent, restent parfois sur des niveaux d'intégration pas hyper tout de suite pratiques. Alors oui, il y a des choses qui existent, il y a des labels. Hein. Si vous allez sur ces sites-là, vous trouverez dans les labels, au cœur des labels produits, vous allez trouver des recommandations qu'on peut intégrer et qui sont complètes. Mais je pense, moi, et c'est aussi le sens hein, de ce qu'on veut mettre en place au sein de l'APK, c'est que je pense qu'on peut aller plus loin. Hein. On peut aller plus loin pour aller justement sur des sujets qui sont moins faciles. Donc, nous ferons en sorte déjà de peut-être mettre à disposition ce type de liste, parce qu'on ne va pas réinventer la poudre, et surtout aussi de travailler. Et avec les membres de l'APK, c'est ce qu'on fait déjà, c'est on fait des réunions pour justement partager l'expérience et s'inspirer les uns des autres. Après, publier quelque chose qui s'appliquerait à tout le monde, c'est moins évident, mais il y a des choses qui existent, bien sûr. Merci Xavier donc, pour ce témoignage positif. Donc là, je vais laisser la parole donc, à Éric Duverger. Nous allons entamer le point de vue des fournisseurs, du coup, justement, sur ces pratiques
Donc, Eric Manutan, à la parole. Bonjour, merci Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Donc Éric Duverger, aujourd'hui chez Manutan France, j'ai en charge des activités export et je suis un des administrateurs de l'APK depuis plus de 10 ans. Quelques mots sur Manutan, qui est une ETI française, une société familiale créée il y a plus de 50 ans aujourd'hui, qui est un des leaders européens de la distribution multicanale de fournitures et d'équipements pour les entreprises et les collectivités, avec en France 4 entités. Manutan France, qui est basé à Gonesse, Manutan Collectivité, qui est basé à Niort, Casal Sport à Strasbourg et Pichon dans la région stéphanoise. Avant de vous parler de la RSE chez Manutan France, je vais faire part d'une petite réflexion. Il y a pour moi majoritairement deux types d'entreprises. L'entreprise qui a intégré une véritable stratégie, une démarche RSE, elle l'a valorisée et elle est portée commercialement par ses équipes et ses hommes. Et puis l'entreprise qui veut faire comme tout le monde, surfer sur la tendance ou parce qu'elle veut répondre à des opportunités business, des appels d'offres, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés. Dans le premier cas, c'est dans son ADN, dans sa culture. L'entreprise a écrit, elle a documenté, elle pilote une stratégie, une démarche, elle déploie un plan et gère un budget. Il est donc facile de présenter un support documenté, de la mettre en avant et surtout de promouvoir sa politique RSE auprès des clients, qui soient aussi acheteurs et publics. Et je rejoins ce que disait Xavier tout à l'heure. Dans le deuxième cas, l'entreprise a du mal à convaincre en interne, rassembler les initiatives, c'est toujours compliqué pour documenter, compliqué pour présenter, répondre à la question, la RSE c'est quoi pour vous? Oui, c'est compliqué, et ne peut pas toujours répondre à la demande précise du client acheteur, public ou privé, quel que soit le sujet. Peut-être quand ce sont des produits bio qu'on doit acheter ouverts, de temps en temps c'est assez facile, mais majoritairement c'est assez complexe, surtout la largeur des thèmes qui peuvent être demandés par l'acheteur. Qu'elle soit un grand groupe, une ETI, une PME ou une TPE, il est indispensable que l'entreprise écrive ce qu'elle fait, qu'elle l'intègre dans l'argumentaire de vente de ses équipes commerciales, qu'elle les forme, ou de ses acheteurs, ou des outils de communication. Toutes les entreprises doivent et peuvent choisir des axes et thématiques RSE, il y en a suffisamment, mais dans leur choix, elles doivent par contre être en adéquation avec leur secteur d'activité et leur secteur géographique. C'est plus facile à gérer, que ce soit au niveau du territoire ou du secteur d'activité. Il existe de nombreux axes thématiques RSE. Xavier en a parlé tout à l'heure, que ce soit lié aux produits, lié aux fournisseurs, au transport. Chaque entreprise peut largement y trouver son bonheur et pas forcément manger tous les gâteaux. Et n'oublions pas, pour les entreprises, l'existence de la norme ISO 26000 qui peut largement aider les organisations et les entreprises à témoigner de leur responsabilité sociétale, donc aider à écrire les choses qui sont déjà faites. Et puis, c'est l'occasion, mais après cette pandémie, c'est peut-être aussi un moyen de transformer en profondeur l'entreprise, de développer un modèle plus durable et de devenir plus performant. L'entreprise doit s'interroger, se réinventer et avec la RSE, peut-être trouver un levier solide de résilience et rebondir après cette pandémie. Voilà, donc on va aller chez Manutan France pour vous parler un petit peu de RSE. Donc notre responsabilité sociétale, comme vous voyez sur l'écran, sociétale et environnementale, est intégrée à notre mission qui est d'entreprendre pour un monde meilleur. Donc on est bien dans le cas numéro 1 où ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Toutes les équipes commerciales et achats sont formées, elles utilisent un support commun. Donc, vous avez ici vous avez vu les deux premières planches. La RSE est pilotée par la direction générale et redescend dans la majorité des directions. Quasiment toutes les directions aujourd'hui ont dans leur budget, en tout cas dans leur plan d'action, le suivi de la politique RSE. Avec 4 axes majeurs que vous voyez, avec pour ces 4 axes, chacun plusieurs initiatives qui peuvent varier en fonction des entités ou des pays, puisque cette démarche est européenne chez Manutan. Le premier, qui est de limiter les émissions carbone. Alors, je choisis 2 exemples. Le premier, 70% des colis utilisent du papier recyclé. Et ceux qui connaissent Manutan, vous savez qu'on expédie beaucoup. Et également le site HQE, haute qualité environnementale sur Gonesse, où l'intégralité du site est HQE, que ce soit le bâtiment tertiaire ou le bâtiment logistique.
Deuxième axe majeur, favoriser une économie circulaire et une offre responsable, avec quelques exemples là aussi. Bien sûr, de très nombreux labels sur les produits. Là, je pense que tout le monde connaît tout ce qui peut exister. La garantie 10 ans sur la marque des marques propres Manutan, ou une procédure d'évaluation RSE pour l'ensemble de nos fournisseurs, une charte éthique qui est intégrée dans les contrats d'achat avec nos fournisseurs. La valorisation de 70% des déchets d'exploitation du site de Gonesse, et le reconditionnement et la remise en vente de 60% des produits qui reviennent de chez nos clients. Voilà, à partir du moment où ils ne sont pas abîmés, ils sont reconditionnés et remis en vente. Troisième axe, accompagner le développement de chacun, avec, pour cet exemple-là, la formation des collaborateurs, avec une politique de formation. Chez Manutan France, c'est une journée minimum de formation par collaborateur tous les ans. Et il y a à disposition de l'ensemble des collaborateurs une plateforme de e-learning dans laquelle on va retrouver des contenus produits, des contenus métiers, des contenus savoir-être, enfin tout un tas d'éléments qui permettent à chacun de se former au quotidien. Et puis on a la chance, avec ce site HQE, d'avoir un site qui offre un cadre de travail agréable et inspirant. On va retrouver une université pour se former, un restaurant d'entreprise et tout un tas d'autres activités qui permettent aux collaborateurs de se développer. Le dernier axe, soutenir des associations et favoriser l'inclusion sociale et territoriale. Là, j'ai choisi deux exemples, des partenariats avec des associations locales. La première, c'est l'association Sport dans la ville à Gonesse, une association qui est là pour favoriser l'accès à la vie professionnelle des jeunes des quartiers difficiles. Donc, nous avons au quotidien des jeunes chez nous pour les former. Ou avec Emmaüs, ou pour les produits qui ne sont pas reconditionnables complètement, ou pour des emballages abîmés, la cession de l'intégralité des produits à l'association Emmaüs, qui nous permet effectivement, eux, de pouvoir les remettre dans un autre circuit. Voilà rapidement, voilà pour moi ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la RSE chez Manutan. Merci de votre écoute. Merci Eric. Alors comme l'horaire tourne, je vais passer la parole à Vincent Carnier, donc de chez Fiducial Office Solutions, pour le deuxième témoignage d'une entreprise engagée dans la RSE. Merci Sandrine. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, j'ai pas beaucoup de temps en fait, c'est ça que tu es en train de me dire en fait. Si, mais tu as ton temps normal. Hein. En fait, alors je vais commencer par vous parler un peu de la politique RSE en fait, et qu'est-ce que ça représente pour Fiducial Office Solutions. Alors j'appellerai FOSS parce que c'est plus facile que Fiducial Office Solutions. En fait, depuis sa création, FOSS s'engage en fait à inscrire ses performances opérationnelles et financières dans le cadre d'un modèle durable. Ça a plutôt un impact positif en fait sur l'activité en matière RSE. Et donc nous, on a fondé ça et ça repose sur trois piliers en fait, des aspects sociaux, des aspects environnementaux bien sûr et des aspects sociétaux. En tant qu'entreprise responsable, FOSS s'emploie également en fait à respecter les 10 principes du pacte mondial, le Global Compact en fait des Nations Unies, auquel on a adhéré depuis 2008. Et ce pacte en fait, ça nous a servi de base en fait, de feuille de route à nos actions sur le temps et notamment pour toute la mise en place en fait de l'engagement en fait de l'entreprise et de l'ensemble du personnel autour de ces valeurs RSE. Donc on a d'abord été certifié ISO 9001 pour en fait accompagner notre démarche axée sur la satisfaction client. Et puis après, on a obtenu en fait la certification ISO 14001 d'abord en Belgique et puis en France. Et puis en 2018, on a, afin de conforter notre démarche environnementale notamment, on a obtenu la certification FSC PEFC par rapport aux produits que l'on vend, donc qui garantissent une gestion durable des forêts et puis bon, ça nous permet de contribuer à une certaine à la déforestation, notamment sur les papiers. Donc les enjeux du développement durable liés aux activités de FOSS, en fait, elles sont essentiellement associées à la lutte
contre le changement climatique, à une consommation et une production responsable, mais aussi à la protection des salariés et à la garantie des bonnes conditions de travail, à la loyauté des pratiques. Tous ces systèmes-là ont été intégrés dans un système de management de l'environnement et de la qualité et de la sécurité des collaborateurs. C'est constamment renforcé et puis ça nous a conduit en fait à avoir des réelles performances en termes de développement durable et une adhésion forte de la part des collaborateurs. Donc, de cette façon, en fait, Fiducial en fait, contribue à la réalisation. Alors, ça fait partie aussi de nos actions et on repose aussi un certain nombre d'actions là-dessus sur les 17 objectifs de développement durable et les fameux ODD qui ont été établis par les États membres des Nations Unies et qui ont été rassemblés dans un agenda qui va jusqu'à 2030. Alors, concrètement, comment on traduit ça pour vous et comment on vous accompagne dans votre démarche d'achat responsable? Alors, en fait, je le représente là sous 5 étapes en fait, de l'acte d'achat qui sont enrichies en fait, régulièrement par les réunions de sourcing qu'on peut faire avec nos clients, les remontées terrain, les appels d'offres aussi et les questionnements d'appels d'offres qu'on a régulièrement, que ce soit sur le public ou sur le privé. Donc, je vais reprendre cette roue et décrire chaque étape. En fait, la première étape pour nous, c'est le choix des produits où en fait, on a réalisé des efforts conséquents depuis plusieurs années maintenant pour améliorer l'offre en produits de développement durable. Et puis, on a intégré depuis cette année, on a modifié le classement de nos produits verts parce que ça nous semblait important aussi de clarifier et d'être plus, on va dire, facile en termes de lecture pour les appels d'offres, notamment sur la classification de nos produits verts. Là-dessus, on s'est appuyé sur la norme ISO 14021 qui nous a permis, en fait, il y a un certain nombre de critères sur cette norme-là et ça nous a permis d'isoler des critères qui pouvaient rentrer dans le cadre de la classification des produits de fourniture de bureau au sens large. Ça va du mobilier, du papier, des consommables informatiques, etc. Et notamment, on s'est appuyé également aussi sur les recommandations de l'ADEME en termes de labellisation. Parce qu'on parlait tout à l'heure, Xavier parlait tout à l'heure effectivement des classifications en fonction des domaines d'activité. L'ADEME avait travaillé sur la partie fourniture de bureau et avait isolé des labels. Alors, on s'est aussi appuyé là-dessus pour classer nos produits. Donc, aujourd'hui, on facilite en fait le choix pour vos bordereaux de produits sur les fournitures de bureau grâce à cette nouvelle classification. Et les commerciaux sur le terrain sont formés régulièrement sur ces aspects-là et ils sont en capacité aussi de vous conseiller pour avoir en fait une meilleure consommation ou une moins forte consommation pour l'ensemble de ces produits-là. Deuxième étape, c'est la passation de la commande, où depuis des années, en fait, FOSS vous accompagne là-dessus sur la dématérialisation des commandes, donc avec différents moyens, que ce soit des sites Internet ou des systèmes beaucoup plus aboutis de punch-out, de DI, etc. etc. C'est quelque chose qui est développé au sein de notre entreprise et on accompagne l'ensemble des clients qui en font la demande pour la dématérialisation des commandes. Là aussi, les commerciaux qui sont sur le terrain et qui sont proches, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, sont là aussi pour vous conseiller, pour vous aider à paramétrer les outils, pour vous aider à consommer bien, consommer mieux, consommer moins, etc. etc. Troisième étape importante, une fois que vous avez choisi les produits, passé les commandes, troisième étape, c'est, on va dire, la grosse partie, la partie logistique, où là, en fait, on va dire, il y a plusieurs étapes importantes. Il y a d'abord l'emballage des produits. Donc, on évite le suremballage. On fait appel à des cartons
qui sont 100% recyclés et 100% recyclables aujourd'hui pour l'ensemble des produits. Donc je vous disais, on ne fait pas de suremballage. On a aussi 4 types de cartons qui s'adaptent à la commande ou la type de commande que vous allez mettre sur le site. Un gros carton ne sera pas employé si vous avez que quelques produits à mettre dans la commande, etc., etc. Et en plus, les cartons sont adaptés en hauteur pour éviter de transporter du vide et donc avoir des camions plus remplis de façon optimum. Autre axe important dans le cadre des fournitures de bureau, c'est le taux de disponibilité des produits, où clairement on est proche de 100%, ce qui vous permet aussi quelle que soit la typologie d'achat que vous avez sur des livraisons centralisées ou des livraisons service par service, vous avez la quasi-certitude d'avoir la marchandise en une seule fois, donc une seule livraison, ce qui fait que ça évite aussi les allers-retours et les transports supplémentaires, avec aussi des mises en place sur les produits les plus pondéreux, type papier, etc. On les rapproche, on évite les ruptures de charge et on les rapproche des clients finaux. Un impact aussi très important dans le domaine, c'est la partie livraison. Donc, on a très vite chez Foss mis en place une flotte la plus écologique possible avec les normes 5 et les normes 6 sur les véhicules. Mais on s'est équipé et ça se renforce chaque année sur des véhicules au gaz. Et puis, on est en train de mettre en place aussi des véhicules électriques sur les principaux centres-villes. Donc ça, c'était sur la partie logistique. On a après une partie, la partie facture, où là, bien entendu, il y a un impact important en termes de dématérialisation. Et là, on a mis en place aussi chez Foss des dématérialisations de factures il y a très longtemps sur des systèmes EDI, mais aussi là maintenant en PDF certifié, où on est en capacité de faire ça très très facilement, associé à la carte achat, ce qui nous permet de dématérialiser l'ensemble des flux liés à la facturation et au règlement. Dernière étape de notre offre en fait et de ce qu'on met en place et de ce que les commerciaux peuvent vous décrire, c'est la récupération des déchets. En fait, la question qu'on s'est posée quand on a réfléchi à ça et on a mis en place cette offre-là, on l'a développée fin 2017, ça a été de dire il faut qu'on soit en capacité de récupérer tous les produits que l'on livre à nos clients. Donc que ça soit du carton d'emballage bien sûr aux ampoules, aux cartouches, aux piles qui étaient faits déjà depuis longtemps, la D3E sur les recommandations et les obligations, mais aussi les papiers, les fournitures de bureau, les classeurs, les stylos, les agrafeuses, etc., etc. On est en capacité aujourd'hui de reprendre la totalité des produits. C'est votre chauffeur livreur qui vous apporte vos fournitures et qui est en capacité en fait de reprendre les produits pour après les emmener sur nos centres et pour qu'ils soient récupérés et qu'ils aillent dans des filières de recyclage adaptées avec les professionnels adaptés à chaque fois. Vous voyez, donc en fait, on est en capacité de répondre à ces 5 étapes et qui sont, comme le décrivait Xavier, font partie des démarches d'achat responsable. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Vincent. Moi, du coup, j'ai des questions, mais nous sommes déjà à 35. Donc, on avait commencé avec 5 minutes. On a commencé à 35, le temps que l'ensemble des participants rejoignent la conférence, le webinaire. Donc, nous n'avons pas eu le temps de traiter l'ensemble des questions. Donc, comme je vous le disais, nous vous apporterons des réponses aux questions qui sont restées ouvertes à la suite par l'envoi d'email. J'en profite pendant que je vous ai, pour ceux qui sont encore en ligne, donc pour vous expliquer qu'effectivement, on va avoir toute une série de webinaires et donc sur la thématique achat responsable, c'est le premier, il va y en avoir régulièrement. En septembre, 2 webinaires
donc le 8 et le 15 septembre sur la mobilité professionnelle. Il y en aura aussi sur les moyens de paiement. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre notre activité. Je remercie l'ensemble, enfin Isabelle, Eric, Vincent et Xavier, c'est dans l'ordre de visibilité de ma caméra, pour vos interventions et pour vos témoignages. Je remercie l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Je vous invite à continuer à découvrir notre actualité. Vous retrouverez donc ce webinaire en téléchargement, enfin en replay. J'enverrai un mail et nous vous enverrons donc la liste des réponses aux questions qui sont restées ouvertes. Merci à toutes et merci à tous.